deux lectrices assidues, une passion et un prénom en commun, l'une en France, l'autre au Pérou. Des goûts littéraires similaires et l'envie de partager. Bienvenue dans notre podcast Olivia, aux frontières de l'imaginaire. Coucou, moi c'est Olivia. Et moi c'est Olivia aussi. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Olivia aux frontières de l'imaginaire. On se retrouve pour cet épisode 2 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sujet pour ce podcast, à savoir les Book Awards. Les Book Awards, je suis trop contente. Donc on va une nouvelle fois parler de différents livres sous différentes catégories. On va vous énoncer les awards chacune notre tour en vous donnant nos réponses, mais on va pas rentrer dans le détail des résumés, sinon le podcast va durer 3h30. Oui, c'est pas une bonne idée. Pas vraiment. Mais avant d'oublier, je voulais vous faire un petit rappel. On fait ces épisodes de podcast une fois par mois. Donc le premier épisode, vous pouvez le retrouver sur la chaîne d'Olivia Living Books. Le second épisode, celui-ci, ce sera sur ma chaîne Symphonie littéraire. Et le prochain, ce sera de nouveau sur la chaîne d'Olivia Living Books. Ça sortira sur le dernier dimanche du mois de mars. Et on a déjà des idées. Évidemment. Et surtout, si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Exactement. On attend avec impatience vos retours. Petite présentation rapide de ces awards. On a 19 catégories à vous présenter aujourd'hui. Ça veut pas dire que ce sont des livres que nous avons forcément appréciés, que nous avons mis dans nos meilleures lectures respectives. D'ailleurs, si vous voulez aller voir nos meilleures lectures de 2025, on va vous les mettre en description dans la barre d'infos, que ce soit les meilleures lectures de Living Books ou les miennes. Mais le principe avec ces Book Awards, c'est qu'on voulait vous parler d'autres titres qui valent la peine qu'on parle d'eux, mais dont on n'avait pas parlé ces derniers temps. Liv, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Écoute, moi je suis ravie de déjà découvrir tes différents titres, les différents romans que tu as pu mettre dans ces awards-là. Et personnellement, je me suis beaucoup amusée aussi à rechercher les différents titres que je voulais mettre dans ces awards. Aussi, c'est intéressant, c'est que ça nous permet de parler effectivement de livres qu'on ne remet pas tout le temps dans les tops, mais qui ont un intérêt, bien évidemment, même s'ils ne sont pas dans les tops du top. Et j'ai très hâte, en fait, de savoir quels sont tes titres. Donc, je me réjouis qu'on avance sur les awards. Voilà. C'est vraiment une super idée de vidéo. Je suis contente que tu l'aies eue. Et ouais, je trouve ça génial. J'espère que vous allez participer avec nous à nous dire à vous quels sont vos awards par rapport à nos catégories. Oui. Ouais, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs tout au long de la vidéo si vous le regardez sur YouTube ou si vous nous écoutez sur Spotify, jouez le jeu et à nous dire les livres que vous auriez mis dans vos Book Awards. Volontiers. Bon alors on peut commencer ? Ouais, on peut commencer. Dernière petite précision, parfois on a un seul titre et parfois on aura des mentions honorables. Je voulais juste te demander avant qu'on démarre, est-ce qu'il y a des catégories qui t'ont donné un peu de fil à retordre ? Parce que pour ma part, oui. Alors, il y en a qui ont été difficiles parce que j'en avais trop. Il a fallu que je fasse un choix et ça n'a pas toujours été évident. Pareil. Il y en a qui sont franchement très très évidents. C'est souvent les mauvaises catégories. J'ai pas eu trop de mal. Et des fois, oui, il a fallu faire un choix parce que franchement, il y a beaucoup de livres qui peuvent rentrer dans certaines catégories et je voulais pas non plus toujours répéter mes meilleures lectures. Par contre, il y en a des fois, je suis obligée parce que pour moi, c'est objectivement les meilleurs, donc on verra. Mais j'ai essayé de trouver quand même des livres dont j'avais pas forcément parlé dans mes tops non plus. Oui. Moi aussi, j'ai eu parfois un petit peu de mal à ne pas me répéter parce que si je m'écoute, je mets quasiment toujours le même livre. C'est ça. Et le but du jeu, c'est justement de varier un petit peu les plaisirs et de parler d'autres livres. Ouais. Mais je t'avoue qu'il y a aussi quelques catégories où j'arrivais pas à trouver de réponse parce qu'il y avait rien qui me venait. Ah ouais ? Tu me diras lesquels c'est alors ? Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier award, c'est celui de la plus belle couverture. Alors désolé pour les personnes qui ne font que nous écouter, qui ne voient pas forcément les visuels, mais sachez que c'est la seule catégorie où vous aurez ce souci. Après pour les autres, il n'y a pas de souci, on peut discuter. Bref, la plus belle couverture d'un livre que tu as lu en 2025, Liv, alors qu'est-ce écoute, que c'est ? Je l'ai là, donc je te pousse un petit peu, voilà. Ah oui, je bouge. Et je vais dire Cathy de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Parce que, en fait, il y a eu des très belles couvertures cette année. Mais je voulais saluer le travail de Monsieur Toussaint Louverture. Parce que vraiment, juste un travail magnifique de couverture. Mais en plus,
c'était important pour moi de le dire, c'est qu'à la fin, vous allez avoir toute l'histoire de l'impression de cette couverture. Et c'est travaillé à Bègles, en Gironde. Donc, je connais bien la Gironde, évidemment. Je trouve ça vraiment super. Tout c'est artisanal, c'est français. Et ils expliquent exactement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils expliquent exactement comment ils ont ancré les feuilles d'or, comment ils ont travaillé. Et vraiment, la couverture est absolument splendide. C'est du travail de qualité. J'ai prêté mon livre, je l'ai lu, je l'ai touché. Il n'y a rien, ça n'a pas bougé. Et pour moi, voilà, c'est vraiment une maison d'édition géniale à soutenir. Achetez les livres chez eux et tout, parce qu'ils font un travail fabuleux. Et en plus, c'est français. Je sais pas pour toi, mais moi, je commence à avoir une collection de Michael McDowell. Oui, moi aussi. Format Monsieur Toussaint l'ouverture. J'ai Cathy d'ailleurs aussi, juste derrière moi. Et je confirme, très très belle couverture. Ouais, très très bien travaillé, qualité et travail français. Donc vraiment à soutenir. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Et j'achète tout, presque quand je peux, évidemment, je les achète. En papier. Et à prix accessible. Ouais. Et toi, alors, qu'est-ce que ça va être ? Alors, de mon côté, j'en ai deux. Il y en a une qui sort plus du lot que l'autre, mais je voulais quand même mentionner les deux. La première, c'est La maison idéale de Kate Collins. Là, c'est mon grand format chez Les Escales. Je montre un livre en même temps pour qu'elle puisse se faire une idée. D'accord, ouais. Je connaissais pas. Cette couverture avec un escalier vraiment bizarre, tout tordu, tout... Il donne le ton pour une ambiance horrifique et gothique, parce que c'est ce qu'on retrouve dans ce roman. Et j'avais jamais entendu parler de ce livre avant de le voir justement en librairie et d'être immédiatement attirée par cette couverture. Et là, je me suis dit, je crois qu'il me le faut. Il faut que je le lise. D'accord. Et en plus de ça, c'est une très très bonne histoire. Et t'as carrément été attirée que par la couverture, en fait. Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais. Roman d'horreur avec une pointe de gothique et une double temporalité. C'était très 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 sympa. Ça pourrait me plaire. Donc ça, c'est ma mention honorable. Ah. Et l'Howard's de mon côté, c'est 100 ans de solitude dans cette couverture poche aux éditions Point qui représente un plumage. Ouais. Et le doré tient bien. Différents oiseaux. Le doré tient super bien. Le doré n'a jamais bougé. Bien. Voilà. Il est superbe. C'est l'une de mes couvertures préférées dans ma bibliothèque. Ouais, il est très beau. Tout court. Ça représente le livre quand même, parce que c'est des oiseaux, un plumage. Ouais, ça représente un élément de l'intrigue. D'accord. Okay. Et un élément de la beauté de l'histoire qui est racontée aussi. Donc j'aime beaucoup. Pas mal. J'aurais pas pensé que ça aurait été ta couverture préférée, comme ça. Tu t'imaginais autre chose ? Non, mais je pensais que ce serait peut-être, je sais pas, quelque chose de plus mystérieux, comme le premier, ouais. Et là, c'est super coloré et je sais pas, je trouve ça sympa, je trouve ça original en plus. Que ce soit un roman de littérature sud-américaine, peut-être ? Ouais. Ouais. C'est pas dans... Spoiler alerte, on va le retrouver autre part, 100 ans de solitude. Il était dans ton top. Il était dans mon top, ouais. Et tu vas peut-être me donner envie de le lire, mais ce que t'as dit, je sais pas. Je suis encore un peu mitigée. Franchement, il vaut le détour malgré les obstacles. Il vaut vraiment le détour. Ok. Bon. Alors, je te propose de passer au meilleur personnage principal. L'award du meilleur personnage principal. Moi, j'aurais une mention honorable, je sais pas pour toi. Pareil. Ok. Alors, je donne mon premier award. Eh ben, écoute, si tu veux. Allez. Bon, écoutez, moi, je parle d'un livre que j'ai adoré et il va peut-être revenir encore, je suis désolée. Je ne peux pas ne pas dire Gabrielle de Leon. Parce que je l'aime d'amour. Ouais. Ah ben, je comprends. Gabrielle de Leon, c'est dans l'Empire du vampire de Jay Kristoff. Il faut savoir que j'ai vraiment eu un coup de cœur mais phénoménal pour ce titre. Et Gabrielle de Leon notamment parce que je trouve que c'est un personnage torturé, c'est un personnage... Mais moi, il m'a fait mourir de rire, je l'ai détesté à certains moments, j'ai adoré le détester. Je trouve que c'est réparti, ses dialogues, c'est un personnage cynique, c'est un personnage... mais
cynique mais aussi sensible, qui se révèle au fur et à mesure du livre et des différents tomes. Et en fait, tu crois le connaître, mais tu le connais pas. Et j'adore. Il est charismatique. Oui, très. C'est un anti-héros. Et en fait, j'adore parce qu'il me surprend chaque fois. Et voilà, il est fascinant. C'est un vrai... De temps en temps, tu mettrais un bip. Je confirme. Je l'adore, j'aime le détester et je le trouve fascinant. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il rentre pas dans mes persos principaux préférés de 2025 parce que j'ai pas lu la série en 2025, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis de Gabriel de Leon. C'est un personnage incroyable. Ouais. Et qu'on adore détester et qu'on a envie de donner des claques parfois. Tellement. Il est vraiment très très bien façonné. Ouais, il est excellent. Excellent. Puis les dialogues, c'est du pépite, quoi. Oui, j'avoue. Quel est ton meilleur personnage principal de 2025 ? J'hésite encore un petit peu entre la mention honorable ou pas. L'un de mes 2 personnages principaux préférés de 2025, ce serait Frankie Elkin, qui est le personnage principal de la série éponyme écrite par Lisa Gardner. Le premier tome, c'est l'été d'avant, et le 2e tome, c'est Dernière soirée. Le 3e vient de sortir là, tout début 2026. Et moi, j'ai découvert avec le 2e tome, Dernière soirée. D'accord. C'est une série de thrillers domestiques où on suit justement Frankie Elkin, qui a une 40aine d'années, qui est une ancienne alcoolique. C'est une alcoolique anonyme en fait. Elle n'a pas de talent particulier, elle n'a rien dans sa vie de fixe. Elle se définit comme une personne sans domicile fixe. Elle va d'un point A à un point B. Et son but dans la vie, depuis quelques années, depuis qu'elle est sobre, c'est de retrouver des personnes portées disparues de façon gratuite pour apporter un réconfort aux familles de ces personnes-là. Et c'est un personnage qui est vraiment très fort, très vulnérable, beaucoup bâti justement sur ce côté avec beaucoup de défauts entre guillemets, mais qui est foncièrement vulnérable et vraiment réaliste. D'accord. J'aime beaucoup ce personnage. C'est intéressant que tu dises dans un thriller parce que je trouve souvent les personnages dans les thrillers sont un peu clichés, un peu faciles et Souvent. surtout redondants. Donc ça m'intéresse ce que tu me dis. Souvent. Pas mal. On la suit beaucoup justement dans son combat au quotidien contre l'alcool, parce que c'est pas une fois que t'as mis l'alcool derrière toi que ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. C'est au quotidien qu'elle se bat et on le ressent justement dans ces différents tomes. Donc ça peut être un trigger warning pour certaines personnes qui justement se battent ou se sont battues ou continuent de se battre contre l'alcool ou contre une autre addiction, mais c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Intéressant. Est-ce que tu as une mention honorable du coup ? Oui, t'en as une aussi, non ? Oui, j'en ai une. Tu veux dire la tienne d'abord ? Alors moi, mention honorable, c'est Charlie Gordon des Fleurs pour Algernon. Ah, je l'ai pas lu. Il est extraordinaire. C'est un homme. En fait, c'est un homme souffrant d'un retard mental mais grave. Et il va participer à une opération expérimentale pour augmenter son intelligence. Et en fait, il tient un journal et nous, on suit son journal. Donc, les premières pages du journal, il s'exprime très mal, il fait des fautes. On sent qu'il a une naïveté qui fait que ce personnage est très attachant. Et en fait, on va suivre en temps réel son évolution intellectuelle, mais pas seulement, son évolution émotionnelle. Mm-hmm. Oh, ça me fait encore des frissons. Mais parce que si tu t'imagines... en fait, moi, je suis rentrée en empathie avec ce personnage parce qu'on lit son journal. Et au début, il est extrêmement naïf. Il se rend pas compte de certaines choses. Je vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, plus il est intelligent, plus son QI augmente. Et son QI va augmenter vraiment beaucoup. Il va se rendre compte qu'en fait, les gens étaient pas forcément gentils avec lui. Et il va se rendre compte de ce que c'est que l'humanité. Sa candeur, sa sincérité au départ, tout son processus... J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Ça me fait encore, tu vois, de l'émotion de parler de ce personnage. Il m'a vraiment marqué. Ouais, non, il faut lire ce livre, juste, ça, en termes d'émotion, c'est fort. Ouais. C'est un livre qui est dans mon radar
que j'ose pas encore sortir vraiment. Je l'ai pas dans ma pile à lire, mais c'est un livre que j'emprunterai à la médiathèque, que j'ai envie de découvrir depuis un moment, mais je saute pas encore le pas. Est-ce que tu penses qu'au-delà de ce personnage, c'est vraiment un livre à lire dans son entièreté, ou c'est juste le personnage qui t'a marqué? Je pense que c'est un livre qui soulève vraiment des questions hyper intéressantes en dehors du personnage. Moi, je l'ai lu aussi comme un livre qui parle de l'expérimentation dans la science, tout ce que ça peut engendrer, l'éthique. Il y a aussi une partie, moi, que j'ai vue parce que j'y suis sensible par rapport à l'expérimentation animale l'expérimentation animale, je veux dire. Donc oui, il y a beaucoup de thèmes hyper intéressants. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, mais autrement, c'est un livre qui a beaucoup de thèmes et qui est vraiment intéressant en dehors du personnage principal et de l'émotion. Ouais. J'avais mis un 4,50 pour ce livre et je trouvais qu'il me marque encore, tu vois. Ouais. Ce que j'allais te demander, j'ai l'impression que ça fait partie des romans qui te marquent, oui. Si c'est pas à vie, pendant de très 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 longues années. Ouais, si, ouais. Ouais. Wow. Très très beau livre. Ouais. Et toi? Que je me lance alors. Ouais, je pense qu'il va te plaire. Qu'on a les mêmes sensibilités, je pense que ça pourrait te plaire, vraiment. Okay. Je dis à part quelques longueurs, mais par contre, j'ai lu la version augmentée, comme ils appellent ça. C'est-à-dire que c'était une petite nouvelle à la base, et après, l'auteur a proposé une version plus longue, qui pour moi a quelques petites longueurs, mais sinon, ça reste un très très beau roman. Très très belle histoire. Quelle est ta mention honorable? Fitzchevalry, qui est le personnage principal de l'Assassin Royal, les 6 premiers tomes. ça ne t'étonne pas? Mais non, parce que je sais que ce livre est dans ton top 50 maintenant, on peut dire. Il y a 36 tomes. Il y a 36 tomes dans la série. Fitzchevalry, on le rencontre dans le premier tome et on le suit sur les 6 premiers tomes qui constituent le cycle de l'Assassin Royal. Et là, je suis passée dans un autre cycle où Fitz n'apparaît pas du tout. On n'entend pas parler de lui, on ne parle pas de lui. C'est tout à fait autre chose. Mais oui, c'est un personnage qui m'a profondément marquée, qu'on suit depuis tout petit, depuis le premier tome jusqu'au 6e, où il est plus vieux. On n'a pas forcément de détails sur son âge précis, mais on le voit grandir, on le voit comprendre certaines choses sur sa famille, sur sa propre identité, sur les rouages de la politique de son royaume, puisque Fitzchevalry est le fils bâtard du prince du royaume. D'accord. Et ça engendre beaucoup de problématiques. Mais c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, qui a ses défauts et ses qualités, là encore. Et c'est là que c'est intéressant, en fait. Oui, exactement. C'est ça qui fait qu'on s'y attache énormément. Ah oui, moi, les personnages qui n'ont pas de saveur, qui sont faciles, oui, tu vas les aimer, mais tu vas pas les mettre dans un Hogwarts parce qu'ils vont pas t'avoir marqué. Ils vont t'avoir fait plaisir sur le moment, mais vraiment, dans le long game, ils sont pas là. Oui. Ouais. Et c'est aussi un personnage qui m'a apporté beaucoup d'émotions. Et ça marque aussi. Exactement. Ah non, ça me donne envie, mais je pense que je me lancerai dans... Comment elle s'appelle, la série, l'Assassin Royal? Oui. La série dans son ensemble, les 36 tomes, c'est le Royaume des Anciens. Le Royaume des Anciens, ouais. Mais là, j'ai tellement envie de découvrir de choses parce que finalement, moi, la fantasy, ça fait pas beaucoup de temps que je connais, que je me suis lancée dedans. Donc, j'ai envie de découvrir plein de trucs. Et voilà, pour l'instant, je suis sur Brandon Sanderson. Je te comprends. Mais je te comprends. L'année prochaine, voilà, ça me donne envie vraiment parce que je vois aussi, t'es pas la seule, hein, je vois que c'est vraiment, voilà, Robin Hobb, il faut lire Robin Hobb, quoi. Oui, ouais, c'est de la fantaisie classique, mais Robin Hobb, elle a vraiment un style d'écriture qui lui est propre, qui est juste magnifique. Vraiment, ça va te plaire. Ouais, ne serait-ce qu'au niveau du style d'écriture, ça va beaucoup te plaire. Et l'Assassin Royal, donc les 6 premiers tomes, c'est une histoire qui se termine avec le 6e tome. Tu peux très bien juste lire ça et ne jamais continuer la suite et tu n'auras aucun problème. Ah, ok. Ah ouais, non, c'est bien. Alors peut-être que je pense que je vais me lancer l'année prochaine. Parce que là, je suis sur encore le Brandon Sanderson et tout. Mais
Puis tellement, mais ouais. Non, c'est sûr que je vais lire, c'est sûr. Et moi, je suis sûre que ça va te plaire. Je pense aussi. Alors, next catégorie. Eh bien, écoute, la prochaine catégorie, on vient de parler des personnages principaux. Je te propose qu'on s'intéresse aux personnages secondaires. Et je t'avoue que c'est une de mes catégories préférées. Dis-moi quel est ton personnage secondaire. Oh, j'en ai 2 là aussi, j'ai pas pu faire un choix. Et si je m'écoute, j'en mets encore plus. Mon personnage secondaire préféré, c'est Sigrid des Cités divines de Robert Jackson Bennett. Sigrid, personnage secondaire dans le tome 1 et dans le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 3 et il se trouve qu'il est le personnage principal dans le tome 3. Mais c'est vraiment... c'est l'un de mes personnages secondaires préférés de tous les temps. Et ma mention honorable, c'est le 2e personnage secondaire préféré. D'accord. Et pour toi, quel est ton personnage secondaire préféré ? J'ai un peu peur. Alors, moi, c'est le personnage secondaire qui m'a fait mettre un 5 étoiles à ce roman et qui m'a fait avoir un coup de cœur. Et je vais pas pouvoir en parler en profondeur, donc je vais juste te dire qu'il s'agit de Lucas dans le livre Max de Sarah Cohen-Scalie. C'est un personnage qui arrive un petit peu tard, mais c'est un personnage qui m'a fait revoir toute l'histoire du livre. J'ai tellement accroché à ce personnage, il m'a fait passer beaucoup d'émotions. J'ai trouvé que c'était un personnage exceptionnel qui change la donne du livre. Et en fait, grâce à ce personnage, j'ai vécu une de mes plus belles lectures de 2025. Waouh. Donc, il restera marqué à vie. Ouais. Mais c'est pas la première fois que tu parles de Max, le roman, avec des termes aussi positifs. Et je crois que je vais un jour me lancer, parce que il est exceptionnel. Je suis vraiment trop curieuse. Oh, c'est incroyable ce roman. Parce que déjà, le ton, la liberté de ton de l'autrice est extraordinaire. Franchement, il fallait oser. Ouais. Parce qu'il y a des passages, j'étais choquée. Mais c'est ça que j'aime en fait. Moi, j'aime cette liberté de ton. J'aime quand ça choque parce que ça dénonce. Parce que si on est lisse, on est plat, on ne dénonce pas. Si on choque les gens et que les gens ont une réaction, c'est là que tu marques les gens et c'est là que tu dénonces les choses. Et l'autrice a vraiment une plume impressionnante. Et en plus, l'histoire se construit de façon originale. Les personnages sont très originaux. Et Lucas, je ne dirai rien de plus. Mais ouais. J'ai pas de mention honorable pour mon personnage secondaire. Ah, moi oui. Vas-y, dis-moi. C'est Makin, qui est un personnage secondaire dans la série Le Livre des Terres Bannies de John Gwynne. Tu as lu le premier tome ou tu t'apprêtes à le lire ? J'ai lu le premier tome. Ah. Mais attends, Makin ? Ouais. Dans le premier tome, si ma mémoire est bonne, c'est un personnage secondaire de seconde, voire de tierce zone, voire plus encore. Ah oui, parce que son nom me dit... Il est très 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 effacé. Mais c'est pas le bandit ? Non, c'est Camlin. C'est un autre de mes personnages préférés de la série. Alors, je vais en parler d'ailleurs, ou peut-être que la vidéo sera déjà sortie, mais il y a beaucoup de personnages. Hein. Et j'ai lu que le tome 1... Il y a énormément de personnages. Qui est très introductif, et des fois, j'avais un peu de mal. Je sais plus qui est Makin. Tu peux te perdre. Hein. Ouais. Makin, c'est le mentor, garde du corps, bouclier de Veradis. Non, pas de Veradis. C'est le bouclier de Castel. Castel, c'est le gars avec son cousin qui se fait maltraiter par son cousin. Oui, ah oui, ça y est, c'est le vieux. C'est le vieux personnage. Oui. J'ai retrouvé. C'est exactement pour ça que je l'aime, parce que c'est un vieux personnage, c'est un personnage âgé, c'est un personnage qui a de l'expérience et qui est pas complètement bourru. Là aussi, un personnage qui a ses défauts et ses qualités, mais tu vas vraiment le voir évoluer dans les autres tomes. Oui, parce que il prend beaucoup plus de place. Oui, le tome 1, c'est pas... tu vois, je me souvenais plus vraiment de lui, parce que il y a des personnages que j'adore d'ailleurs dans ce livre. D'ailleurs, dans ma critique que j'ai filmée, je dis que les concepts de mentor sont vraiment super. Moi, j'adore ces personnages matures, mûrs, qui vont aider les personnages à grandir. J'ai adoré, justement, dans ce livre. C'est marrant que tu le mentionnes. J'ai hâte de découvrir la suite. Je me ronge les doigts pour pas le lire tout de suite. Parce que j'en ai trop à lire. Mais c'est dur d'attendre. J'ai trop envie de poursuivre la série. Oh, j'ai adoré.
C'est une série exceptionnelle. C'est vraiment l'une de mes séries préférées. Petit conseil pour la suite, prépare une boîte de mouchoirs pour les prochains tomes. Non. Voilà, je dis ça, je dis rien. J'ai hâte, j'adore vraiment. On passe à l'award suivant. Ouais. Alors, l'award suivant, on va parler du meilleur animal. Parce que ça compte quand même. Moi, je suis pratiquement sûre de savoir quel sera le meilleur animal d'Olivia. Voilà. Et en tout cas, le mien, c'était pas difficile. C'est Buck de L'Appel de la forêt de Jack London. Encore une fois, un personnage, un animal, du coup, j'ai souffert avec Buck. J'ai lu janvier de l'année dernière et voilà. Alors Buck, c'est le bon chien de famille qui se prélasse dans l'herbe. Il est heureux, sa vie est très facile. Mais un jour, je crois que c'est le jardinier, un truc comme ça, va le voler pour le vendre à des trafiquants de chiens de traîneau. Oh. Et là, il va découvrir l'humanité, hein, parce que son maître, c'était pas... voilà, c'était quelqu'un à part. Il va se rendre compte... Il va vraiment se rendre compte de ce que sont réellement les humains, notamment les hommes, disons-le. Oui. C'est un sacré parcours. Malheureusement. Il va apprendre beaucoup et on va souffrir avec lui. Et c'est une histoire aussi de résilience. Et c'est pas seulement dur, en fait. Il va y avoir aussi vraiment un message à la fin qui est particulier. Je m'attendais pas. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Et je trouve que Jack London écrit parfaitement bien les animaux. Très, très beau. Très, très beau. Buck. J'ai jamais lu. C'est pas facile, c'est un peu long parfois, voilà, ça reste un petit peu, c'est classique, donc, mais vraiment, je trouve que pour l'époque, Jack London est très moderne dans sa vision des animaux, et surtout, ce que j'ai adoré, c'est la postface à la fin, où, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long, mais je trouvais que son discours m'a beaucoup touchée, et je pense qu'il te touchera, parce que je sais que tu es végétarienne, donc je pense que tu as... Oui. Voilà, pour les animaux, une certaine sensibilité. Ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que là aussi, il faut prévoir la boîte de mouchoirs ? Par moment, oui, mais c'est plus dur dans le parcours du personnage. Je prévoirais... j'ai pas pleuré particulièrement. Non. Bon. Non. Ouf, moi je vais peut-être me lancer alors. Non, ça a été... C'est plus dur parce que... oui, l'homme est... Voilà, je vais pas donner d'adjectif, c'est pas la peine. Alors, dis-moi quel est ton meilleur animal préféré, puis je te dirai si j'ai bien deviné. Ce serait pas un chat ? Ce serait peut-être un chat avec une couronne de princesse sur la tête. Je savais. En même temps, franchement, qui dans l'assistance, qui dans le public, qui dans les commentaires a lu Dungeon Crawler Carl et n'estime pas que Princesse Donut c'est le meilleur animal, voire le meilleur personnage principal secondaire de son intrigue, franchement. Maintenant je l'ai lu, maintenant je peux dire, si je l'avais lu en 2026, j'aurais mis Princesse Donut. Complètement. Je t'ai... comment on dit tu m'as influencée, tu m'as convaincue, tu m'as... Mais bon, si je peux le dire maintenant... parce que la vidéo sera sortie, j'ai tourné la vidéo mercredi, des favoris Booktube. Et j'ai lu Dungeon Crawler Carl pour le tien, et d'ailleurs, spoiler alerte, je lis le 3e tome, voilà. T'es en train de lire le 3e tome ? J'écoute le 3e tome actuellement, ouais. Oh waouh, il va falloir que j'avance parce que je n'ai pas encore sorti de ma palle le 4e. Mais attends, c'est un truc de fou, c'est que c'est marrant parce que je lui ai pas mis un 5 étoiles alors que je pense que c'est clairement un coup de cœur parce que j'ai besoin de rester dans cette atmosphère, dans cet univers avec ces personnages. C'est comme s'ils étaient tellement attachants que il faut que je sois dans le livre, tu vois ? Oui, j'arrive pas à lâcher. Addictif. C'est trop bizarre. Ouais. Mais de toutes les personnes que j'ai vues le lire, je crois qu'il y a que 2 personnes sur peut-être une 50aine de personnes que j'ai vues lire ce livre. Il y a peut-être que 2 personnes qui n'ont pas aimé et qui poursuivent pas. D'accord. Tous les autres, ils ont le même ressenti que toi, à savoir, je peux pas lâcher, faut que j'ai la suite. Mais c'est pas pour l'humour, moi, que j'aime particulièrement, même si je trouve génial. Hein. Ce qui... Alors, on va peut-être pas le laisser, mais quand Carl dit
vous me briserez Vous pas. ne me briserez pas. Je te jure, Ouais. ça me... Allez vous faire... Vous ne me briserez Ouah, pas. ça me Ouais. fait des frissons. J'ai dit, j'aime ce personnage d'amour, quoi. Et, Ouais. je sais pas, il y a un Je- truc... Je te comprends. Tu vois, et hier, je l'ai écouté, j'étais dans mon lit, je faisais rien, je regardais le plafond et j'écoutais. Et ça me fait du bien. Ouais. Ouais. Et le tome 3, celui que tu es en train d'écouter, si tu l'as pas déjà senti, je pense que tu vas aborder le moment où tu vas te rendre compte qu'il est en train de prendre conscience vraiment qu'il a un pouvoir. Un pouvoir spécifique justement au travers de tout ce qu'il fait dans le donjon. D'accord. Non, je Et suis au qu'il tout va début. essayer de faire des choses. Mais enfin, j'adore. Ouais, franchement, le ton de l'auteur, la caricature, tout en dénonçant beaucoup de choses. Parce que c'est Oui. en sous-texte, mais on le sent déjà. Ouais. Et moi, ça m'attire Ouais. énormément ce genre de... C'est ce que j'adore, en fait. C'est ce que je préfère. Ça dit des choses en fonction de... C'est très drôle, mais non. Il y a du sous-texte là-dedans. Ouais. Ouais. Donc, bon... Addictif. On s'est un peu laissé partir là, mais... Oui, donc d'ailleurs, petite précision, Princesse Donut, c'est le chat qui accompagne Carl dans la série Dungeon Crawler Carl. Je sais même pas si on peut considérer Princesse Donut comme un personnage principal ou un personnage secondaire, parce qu'elle prend tellement de place. Pour moi, elle est un personnage principal. Oui, pour moi aussi. Ok, on est d'accord. Ouais. Les deux. Elle est phénoménale. C'est le duo. C'est pas un personnage... Ouais, c'est le duo. Non, elle influe beaucoup sur l'intrigue aussi, donc... Oui. Ouais. Ah ouais. C'est marrant parce qu'ils sont tout aussi importants, Carl et Donut, de façon individuelle et en tant que duo. Exactement. Ils sont phénoménaux. Ah oui. La personnalité... Ah mais moi, j'ai eu un fou rire avec Princesse Donut quand elle... Alors, je le connais en anglais, je sais pas comment ils ont traduit, mais j'ai eu un fou rire quand elle dit... quand elle rapporte les propos de sa copine, et dans le... Je crois en anglais, il disait le daddy task. Un truc comme ça. Et lui, il est dégoûté. Et elle comprend pas pourquoi. Bah, qu'est-ce qu'il y a Je sais plus comment elle dit. C'est pas daddy task, c'est daddy quelque chose. En bref, qu'elle était obligée d'y passer. Oh, putain. J'ai écroulé de rire. Ah, c'était brillant. Qu'est-ce que c'est drôle. Elle est exceptionnelle. Elle a cette naïveté. Ah ouais. C'est un personnage qui a beaucoup de profondeur humaine, de caractéristiques humaines, mais en même temps, elle a de temps en temps son instinct de chat et ses réflexions de chat qui ressortent. C'est hilarant. C'est hilarant. Et ça, le duo se complète bien en fait, parce que du coup, grâce à elle, lui il prend conscience de certaines choses. Il y a un vrai échange. Ouais. C'est excellent, c'est vraiment exceptionnel, effectivement. Elle est géniale, elle est géniale. Ouais. Et franchement, ça m'étonnerait pas du tout de la retrouver dans les Book Awards de 2026, hein, de ton côté et du mien. Du mien, je pense que elle c'est est sûr. phénoménale. Parce que quand j'ai pensé meilleur animal, j'ai pas pensé à Buck en premier. Mais je l'ai lu en 2026. Bon, allez, assez parlé du meilleur animal de 2025. La catégorie suivante, intéressant, c'est le livre qui nous a le plus détruit émotionnellement parlant. Alors de mon côté, j'ai un top 3, donc je vais juste citer le nom du roman que je mets en 3e position, parce qu'avec Liv, on s'est autorisé qu'une seule mention honorable pour pas que la vidéo dure 1000 ans. Donc en top 3, je vais juste vous dire que Lever de soleil sur la moisson, c'est mon numéro 3. Mais voilà, c'est pas ma mention honorable et c'est pas le roman qui m'a fait le plus pleurer non plus. wow, mais J'ai alors... beaucoup pleuré. Bah oui. Mais après, en regardant un peu toutes les lectures de 2025, je me suis rendu compte qu'il y en a une qui m'a profondément touchée, où j'ai peut-être pas autant pleuré, mais qui, avec le recul, me fait encore beaucoup plus réfléchir. Arrête de teaser. Dis-nous. Moi qui n'ai pas connu les hommes, de Jacqueline Hartmann. Je sais pas si tu l'as lu de ton côté. Ce livre m'a rendue triste. J'ai fini le livre, j'étais mal. J'ai revu toute ma vie. Aussi. Oui, mais pareil. Tu te sens juste vide. Mais t'es vide, tu refermes le livre. Je vais faire quoi de ma vie ? Mais c'est ça, j'ai senti j'ai même pas pensé, alors que t'as totalement raison. En fait, et d'ailleurs, je l'avais dit dans ma chronique, faites gaffe parce que moi, je suis quand même assez forte dans les livres et tout. J'ai fini le livre, j'étais là, je suis pas bien, je suis mal. Ouais, un gros impact. Alors, ouais, voilà, j'ai pas
pleuré, ça m'a pas démoli au point de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais ça m'a démoli à l'intérieur. Je suis totalement d'accord avec toi. J'étais Tu vraiment l'as lu en mal. 2025 ? Non, je confonds les années, mais il me semble. Mais par contre, c'est marrant, j'ai pas pensé à lui. Pourtant, j'ai exactement eu le même... le vide total à la fin du bouquin. Je sais pas ce que je vais faire là. Qu'est-ce que j'ai rien envie de faire, je suis pas bien. Oui. Ouais. Ouais. C'est pour ça que Terrible, j'avais dit dans ma terrible, ce chronique, roman. faites gaffe parce que selon comment vous êtes, c'est dur. Et court, mais très très impactant. Ouais. Et le Howard, Le Howard, celui qui m'a le plus détruit, c'est Fureur, qui est le tome 4, le dernier tome du livre d'Éther banni. je veux pas savoir. Ouais. Je n'en dirai pas plus, juste au niveau de ma propre expérience, il m'a tellement détruit émotionnellement que j'étais littéralement avec ma boîte de mouchoirs dans une main, mon livre de l'autre. Je pleurais, mais c'était des sanglots, je pouvais pas m'arrêter de pleurer, j'avais le hoquet, tellement tu pleures que tu hyperventiles, t'as le hoquet, la morve qui coule, tout, vraiment le ugly cry au possible. Ok. Voilà, donc mon numéro 1, c'est Fureur. Oh, je suis en train de lire la série. Mon maman. Ouais. Et pour toi ? Alors moi, pareil, j'avais Max. Je vais pas rentrer dans les détails. Et sinon, j'avais envie de parler de Quand vient la Horde d'Aurélie Luong. Parce que, en fait, j'ai relu ma chronique et je vais te lire ce que j'avais écrit. Parce que j'écris toujours des petits trucs. J'avais écrit, en termes d'émotion, c'est simple. Aurélie Luong a pris mon cœur, l'a transformé en ballon de rugby, lui a infligé un plaquage façon finale des All Blacks. Je suis restée KO, ça m'a fait mal. Ça veut tout dire. J'ai écrit ça. C'est une dark fantasy, mais quand je dis dark fantasy, c'est une fantasy très 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 sombre, extrêmement violent, et il faut avoir le cœur bien accroché. On est sur des personnages qui sont extrêmement complexes, vraiment, pas du tout manichéens, et ça parle de beaucoup de traumatisme, et j'étais détruite. J'ai pas pleuré, mais ça m'a mis mal, ouais. Ouais, ça te déchire le cœur. Il n'y a pas d'espoir. Et quand je dis dark fantasy, pour le coup, faites attention aussi parce que c'est c'est violent. Hein. Mais j'ai trouvé ça très très bien fait parce que justement, les personnages sont quand même impressionnants. Franchement, ouais. Et ouais, ça m'a pas mal impacté. Waouh. J'ai adoré. Est-ce que c'est un tome unique ou est-ce que c'est dans une série ? Non, c'est un tome unique, ça se termine comme ça. Ok. Très très bien. Vraiment, Aurélie Luong, j'attends... je crois pas qu'elle a encore sorti un autre roman. Il me semble que c'était son premier. Ok. Pour moi, excellent. Wow. Excellent. Très prometteur. Ouais. Alors maintenant, on va voir le Howard du roman Impossible à lâcher. Alors, pour moi, j'assume 100%. C'est La femme de ménage de Freda McFadden. J'assume. Venez à moi dans les commentaires. J'assume 100%. Parce que c'est vrai, je sais pas, moi j'ai commencé le livre, je l'ai dévoré. Je me rappelle être sur mon canapé, je ne pouvais plus lâcher ce livre. Je dis pas que c'est le meilleur du monde et tout, mais impossible à lâcher, certainement. Oui. Et toi ? Je te confirme. De mon côté, j'en ai deux encore une fois. J'ai pas réussi à choisir. Le premier, c'est une lecture qu'on a fait en commun. On l'a lu en même temps. Est-ce que tu as une idée duquel je parle ? Blake Crouch. Oui, avec Dark Matter. Oui. C'est simple, si on n'avait pas fait cette lecture en commun, je pense que je l'aurais lu encore plus vite. Mais il me semble bien qu'à ce moment-là, je travaillais et j'arrivais pas à me libérer plus de temps que ça. Mais s'il n'y avait pas eu le boulot et la lecture en commun, je crois que je l'aurais lu 2 fois plus vite. Ouais. Non, mais moi aussi, parce que j'ai même commencé un autre livre, parce que j'avais du temps, j'étais à Mancora à l'époque, et je faisais mon défi, là, mais je voulais lire ce livre-là. C'est vrai. Si. Impossible à lâcher. Et ma mention honorable, c'est Dernière soirée. C'est le roman avec Frankie Elkin, dont je parlais précédemment. Pareil, j'arrivais pas à le lâcher. Pour le coup, celui-là, je l'écoutais en audio.
Et je me trouvais des excuses pour mettre mes écouteurs, même 5 minutes, juste pour avancer dans l'histoire, parce que c'était impossible à lâcher. Et vu que c'est un thriller, et il y a des plot twists, il y a des révélations, j'étais scotchée à mes écouteurs. J'arrivais pas à lâcher. Ouais. Il faut que je lise ce livre. Le prochain Awards... Oh, la meilleure surprise de 2025. Dis-moi Ta meilleure surprise littéraire. Moi ? Alors, écoute, c'est une surprise parce que je n'aimais ni le titre du roman, ni la couverture du roman, ni le résumé du roman, et je l'ai adoré. C'était Le Prince Cruel d'Holly Black. Oh. En plus, il est un peu vendu comme une romantaisie. Spoiler alert, c'est pas une romantaisie. Je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai tant aimé. Ah. Il y a vraiment un enjeu, il y a des intrigues politiques, des alliances, des trahisons, des personnages quand même assez complexes. Une petite romance, moi j'aime bien quand il y a une petite romance là, qui donne un peu de saveur, un peu d'épices, sans que ça prenne du tout le poids sur l'intrigue, le roman et les enjeux. Et je m'attendais pas du tout à aimer. Là pareil, impossible à lâcher. C'était pas du tout prévu, je voulais lire le tome 1, j'ai lu les 3 tomes en un direct. J'ai adoré. C'est une trilogie, non ? Tu l'as commencé et tu l'as fini d'affilée. En plus, je crois que c'est YA, sauf si je me trompe, dites-moi, mais... Donc, il n'y avait rien pour me plaire sur le papier. J'avais acheté parce que j'avais été curieuse, je l'avais vu traîner, je l'avais acheté, je ne l'avais pas lu. Et je me suis dit, bon, il faut que je le sorte et tout. Et je l'ai adoré. Incroyable. Je lis jamais des trucs avec les fées et tout ça, c'est très très loin de mon univers. Et j'ai vraiment aimé. Ça m'a fait passer un super moment de lecture. Voilà. Très bonne surprise. Wow. Ah, je m'attendais pas à ce que tu dises ça. Bah ouais. J'avais pas d'idée précise, mais je m'attendais pas à ce que tu sortes Le Prince Cruel. Le Prince Cruel. Enfin, Le Prince Cruel, quoi. Alors, peut-être maintenant, je sais pas, j'aurais pas les mêmes... Parce que maintenant, je lis de plus en plus de fantasy et tout. Voilà, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, dans 2025, c'était ma meilleure surprise. Parce que je m'attendais pas à aimer, justement. Et toi ? Et bien moi de mon côté, c'est Dungeon Crawler Carl de Matt Diniman qui m'a prise par surprise parce que je le voyais beaucoup passer, mais à ce moment-là, enfin au moment où je me suis lancée, j'y suis allée un peu, pas forcément par dépit, mais je me suis dit bon, il y a tout le monde qui en parle, je vais le découvrir pour la science. Et j'ai pas pu le lâcher. Et voilà, et un peu comme toi avec Le Prince Cruel, t'arrives à la fin du premier tome et il te faut la suite. C'est comme on disait tout à l'heure, tu enchaînes le tome 2, le tome 3, et tout ce qui est dispo, tu bouffes. Meilleure surprise, incroyable. Et je pensais soit aimer mais sans plus, soit voir être un petit peu mitigée. Et en fait, non. Je te comprends parce que moi, je l'ai lu vraiment, uniquement parce que tu nous en as fait un pataquès. Je milite. Elle nous en a fait un pataquès, mais alors, comme ça. Et j'arrive sur ma vidéo Booktube favori, j'ai dit, bon, je vais lire Dungeon Crawler Carl, mais vraiment, ça me dit pas, moi, l'humour, les machins déjantés, trucs de jeux vidéo, avec un chat. Un chat qui parle. Et regarde la fille, là. Elle en est au 33. Ok. Je ne peux que qu'acquiescer. C'est marrant parce que j'ai vu, alors juste petit aparté, je suis une booktubeuse américaine, peut-être que tu la connais, c'est Regan de Peruse Project. Je la connais, mais je suis pas trop. Eh alors, dis-toi, elle s'est lancée dans Dungeon Crawler Carl un peu pareil que moi, en se disant, il y a tout le monde qui en parle, faut que je me fasse mon propre avis. Elle a lu le tome 1 en se disant, je comprends pas pourquoi j'adore autant, parce que sur le papier, c'est cool mais sans plus, mais j'arrive pas à le lâcher. Et ça, c'était, je crois qu'elle a commencé le tome 1 en octobre ou novembre, enfin c'est vraiment sur la fin de l'année. Et là, sur la dernière vidéo d'elle que j'ai vue, elle finissait le tome 5. Ça m'étonne pas. Moi, si je m'écoutais, j'aurais déjà lu les 8. C'est simple. Oui, parce que toi, tu les lis et tu les écoutes en anglais. Alors attends, j'ai commencé en anglais le tome 1 en lecture. J'ai vraiment eu du mal. C'est très très dur en anglais. Parce que déjà en français, t'arrives pas à figurer les monstres,
c'est tellement Oui. inventé qu'il y a des fois, je vois... Ouais. Enfin, en fait, c'est pas que je vois pas, c'est que je suis pas sûre de moi dans mon imagination. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens Ouais. imaginent différemment, en fait. Parce que c'est tellement inventé de rien. Dire les bonhommes qui l'inventent, c'est quand même drôle. Et en anglais... En plus, il y avait des mots que je connaissais pas en anglais qui tiennent du jeu vidéo, comme les cruches à Oui. machin, là. Ouais, les cruches à boum, ce Oui. genre de choses. Mais c'est vrai qu'après, parce qu'il invente aussi des termes, il a son propre vocabulaire au Ouais. fil des tomes. Les cruches à boum, je peux bien comprendre en français, un peu imaginer. Mais en anglais, je voyais pas ce que c'était. Eh oui. J'ai galéré en anglais, en fait. Donc après, j'ai pris en Ouais. français et là en audio parce que je m'écoute ça. Le soir, c'est comme un bonbon, quoi. Je le dévore. C'est exactement ce que j'allais dire. L'audio de Dungeon Crawler Carl, c'est un bonbon. Après, ça dépend. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aimer parce que la voix est quand même des fois. Je suis pas sûre Pour que tout le monde a. l'intelligence artificielle, par exemple. Ouais. Mais c'est très immersif. Je trouve qu'il fait très bien les voix. Alors, est-ce qu'on passe déjà à la pire déception ? Bah oui, quitte à faire la meilleure surprise, autant enchaîner avec la pire déception. Très bien. C'est quoi pour toi ? Alors, pour moi, bon, là pareil, Ouais. hein, je m'attends. Mais écoutez, je le dis. Pire déception parce que je m'attendais à un coup de cœur 5 étoiles. D'où la pire déception. Le tome 3, Le héros des siècles, de Brandon Sanderson, Fils des brumes. Oh, Vraiment. ça l'a pas fait. Non. Je me suis ennuyée. Beaucoup. Oh. C'était long. J'avais adoré le tome 2. J'ai trouvé que les personnages dans le tome 2, les enjeux, tout, ah waouh, c'était incroyable. J'ai presque eu un coup de cœur sur le tome 2. J'attendais avec grande impatience le tome 3. Et au bout de 200 pages, je me dis, mais c'est pas possible, je m'ennuie. Il y a des arcs narratifs avec des personnages qui ne m'intéressent pas, qui tournent en rond, qui sont répétitifs. Il y a beaucoup de répétitions dans ce tome. J'ai pas ressenti de tension. Je me suis ennuyée profondément et j'en pouvais plus et j'étais dégoûtée. J'étais vraiment trop triste. J'adore la fin, je suis très contente, tout ça, il n'y a pas de souci. Brandon Sanderson, pour moi, c'est un génie. Il construit des mondes super, des personnages super. Il n'y a rien à dire, hein. Mais j'ai trouvé beaucoup trop long. Il y avait des choses qui s'étendaient, qui finalement n'avaient pas vraiment d'intérêt. Et franchement, je sais pas. Je me suis ennuyée, je suis passée à côté. Et pour moi, c'est une grande déception parce que je m'attendais à adorer. Et ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ouais. Je me suis vraiment ennuyée, c'était long. Il y a 1200 pages. J'ai galéré pendant 800 pages. Oh waouh, ah oui, quand même. Je voulais pas l'abandonner parce que je pouvais pas. J'étais investie dans l'histoire, mais je sais pas, je me suis vraiment ennuyée. Et toi, dis-moi tout. Pour moi, c'était Funny Story de Emily Henry. Pire déception. Parce que, comme toi, je m'attendais à l'adorer. Et alors, c'est pas dans mes pires lectures, loin de là. Ça reste Moi non une plus, hein. bonne lecture. Moi non plus. J'avais mis 3,75, hein. Mais c'est juste la pire déception parce qu'on en attendait beaucoup. Ouais, pareil. J'en attendais beaucoup et bon, ça ne l'a pas fait. J'ai été déçue des personnages. Alors, j'avais beaucoup entendu de bien du personnage principal masculin, comme quoi c'était le husband material. Voilà, toi aussi. Et moi, j'ai pas du tout accroché. Oh, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé trop parfait. Alors, il a quand même une approche où, à première vue, il n'est pas parfait du tout. Mais finalement, à trop vouloir en faire autour de lui, je le trouvais pas crédible. D'accord. Ouais. Et elle, alors je me souviens plus de son prénom. Daphné. Oui, Daphné, voilà. Bon, j'étais pas particulièrement attachée à elle non plus et j'étais un peu déçue. Voilà, pas une mauvaise lecture, mais j'en attendais tellement de mieux que bon, ça ne l'a pas fait. Non, mais c'est ça, hein, des fois, on s'imagine et puis ça le fait pas. Puis écoutez, c'est nous les premières déçues. Hein. Mais bon. La tristesse. L'Awards de la meilleure fantasy qu'on ait pu lire en 2025. Je sais pas toi, moi ça a été dur de faire un choix. Hyper dur. Ouais. T'as une mention honorable ou pas ? Moi je me suis interdit de mettre une mention honorable. C'est vrai ? Ouais, parce que c'était trop dur de faire un choix, mais alors faire deux choix, c'est non. Je me suis dit un seul. D'accord. C'est lequel ? Alors, moi, ma meilleure fantasy, l'Award,
Ouais. Je suis obligée de dire un livre que j'ai déjà dit, et franchement, j'ai lutté pour pas dire l'Empire du Vampire, mais comme il est présent partout, je me suis dit non, je vais pas le mettre là. Mais en fait, ce serait lui, mais bon, bref. J'ai mis The Will of the Many de James Islington, parce que je peux pas... même si je répète, je peux pas passer autour. Pour moi, j'ai trop aimé, je l'ai dévoré, j'ai adoré, j'ai tout aimé, l'inspiration de la Rome antique, la hiérarchie, l'intelligence du système, qu'on découvre plein de trucs et que à la fin du roman, tu te dis mais en fait, j'ai rien compris du truc, faut que je le relise parce qu'en fait, j'ai rien vu. Pour moi, c'est intelligent, c'est brillant, j'ai adoré les personnages, j'étais investie. C'est presque quand même de la fantasy SF. J'adore. 5 étoiles. Je te comprends parfaitement. Coup de cœur. Ouais. J'ai trop aimé. Je sais pas quelle serait ta meilleure fantasy. Un petit indice, j'en ai déjà parlé. Là, oui. dans les awards qu'on vient de faire. Attends, oh là là. Mais il y en a beaucoup déjà. Oui, c'est les Robin Hood. Ouais, l'Assassin Royal. Incroyable. Incroyable série. Je ne peux que pousser tout le monde à lire l'Assassin Royal. Le style d'écriture de Robin Hood, la construction des personnages, l'intrigue, les plot twists, les intrigues de cour. J'adore ça. C'est hyper bien fait, hyper bien fait. Tu me donnes trop envie de le lire, hein, franchement, parce que c'est exactement ce que j'aime en fait. C'est tout ce que j'aime. C'est incroyable. Et c'est l'un des rares livres où quand je le prends, je me mets à lire, je vois pas le temps passer. Je lis pendant 1 heure et je me dis... Oh, ça fait 1 heure là, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que j'ai lu. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes que j'ai commencé à lire. Bah tu vois, moi ça m'a fait ça, mais à l'inverse. Quand je lisais 10 minutes, j'avais l'impression que ça faisait 1 heure pour le tome 3. Ça me fait peur pour Fils des Brumes parce que c'est la série que je veux lire de Brandon Sanderson, mais je me dis d'abord il faut que je lise Warbreaker pour me faire petit peu à ce Cosmere. Je suis peut-être passée à côté, il y a peut-être un truc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne comprends pas moi-même en fait. Vraiment, je ne comprends pas je comprends pas. En fait, je ne dis vraiment pas que c'est le livre qui est mauvais. C'est moi qui j'ai pas réussi. Alors que, si je peux dire, ma mention honorable, c'était Le Puits de l'Ascension, Fils des Brumes, tome 2. Donc tu vois. Eh ouais. J'ai adoré. Pour moi, c'est la meilleure fantaisie en mention honorable parce que les personnages. Je me suis tellement attachée à eux. Ça bouscule nos certitudes, ça part dans des endroits, tu ne t'y attends pas. Le world building est exceptionnel. C'est fantastique. C'est vraiment, j'ai un énorme respect pour cet auteur. Je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé au tome 3. Je sais pas. Je me l'explique pas en fait. Et pour ce qui est de ta meilleure fiction, quelle meilleure fiction tu as donné ton awards ? Alors, moi, je suis obligée aussi de mettre un livre dont j'ai déjà parlé, mais de toute façon, personne n'en parle, donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui en parle de ce livre. Oui. Je vais donc me faire représentante de Yaël van der Hoeden, Dans sa maison. Exceptionnel. Voilà, fiction littéraire, roman historique, mélange de... Alors, romance particulière, on n'est pas sur de la romance contemporaine avec ses codes, pas du tout. Ouais. Mais ça reste que il y a des scènes... Spicy. Allez. Oh waouh. Ah ouais. Ah ouais. Oui, c'était roman saphique, huis clos psychologique, thème d'après-guerre aux Pays-Bas, traité de façon intelligente et avec des révélations, un twist génial, coup de cœur absolu. Il y a tout en fait qui me plaît dans ce livre, une tension. Construction de personnages très difficile parce qu'on a plutôt tendance à détester le personnage principal. Ouais. Mais moi, je trouve que quand on avance et qu'on comprend les choses, on comprend pourquoi il est comme ça. J'adore. Hyper complexe. Et puis cette tension de haine et après une tension très sexuelle. Hein. Alors moi, je suis pas trop fan de ces... Mais je trouve hyper intelligent. Parce que j'ai vu justement une critique de Jack Edwards qui disait comment tous les gens qui disent que quand il y a des scènes de sexe dans les livres, ils sont de mauvaise qualité, bah, lisez ce livre-là et vous allez voir que non. Il peut y avoir des scènes de sexe, voilà, mais avec un roman qui a des choses à dire et de très grande qualité. Et bah c'est ça. Donc vraiment, meilleure fiction. Waouh. Ouais. C'est marrant parce que tu en avais parlé justement dans ton top 10. Et quelques jours après, j'ai vu
une vidéo de Pepper Palace Oui. qui récapitulait toutes ses lectures et qui mettait ce roman dans ses pires lectures. Et j'ai pensé à toi quand j'ai vu. Ah ouais, bah, tu sais, on n'est pas tous touchés, on n'a pas tous la même sensibilité. Et c'est vrai que moi, j'aime bien quand il y a des tensions, quand il y a une atmosphère, Puis je trouve que le plot twist est vraiment génial. J'ai adoré ce roman, vraiment, ça a été un grand coup de cœur. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on aime la lecture et qu'on a tous des goûts et des genres différents préférés. Il en faut pour tout le monde. Ah ouais, c'est clair. On n'est pas tous touchés de la même chose, de la même manière. Non. Et je comprenais en plus très très bien ce qu'elle disait. Mais justement, moi, j'ai aimé en fait. Oui. Parce que ce qu'elle dit, c'est juste. Hein. Ouais. Enfin, moi, j'ai aimé l'écriture. Après, je l'avais écouté en anglais. Donc, quand j'écoute en anglais, je suis moins capable d'analyser l'écriture. Mais pour moi, elle était bien écrite. Ce qu'elle dit était vrai. Franchement, ce qu'elle dit était vrai. Et moi, j'ai aimé. Ouais. Donc, c'est marrant des fois d'aller voir des critiques négatives de romans qu'on a adorés et inversement d'aller voir des critiques ultra positives de romans qu'on a détestés. Parce qu'on peut se rendre compte qu'effectivement, on a relevé les mêmes thématiques, les mêmes sujets à relever, mais qui ont carrément marché pour nous et qui fait qu'un roman peut être détesté pour une autre personne. Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est vraiment... c'est pour ça que moi, je prône pour les critiques négatives qui sont construites en disant bah, ça, j'ai pas aimé parce que si, ça, j'ai pas aimé parce que ça. Et d'ailleurs, elle le fait très bien dans sa vidéo. Ce qu'elle dit est vrai, pour le coup. Mais voilà, elle n'a pas été sensible et moi, j'y étais sensible. Donc, hyper intéressant. Et ça veut dire que c'est quand même un roman qui pose des questions, qui soulève des choses. Et on a beaucoup de choses à dire sur ce roman. Vraiment, moi, je l'ai trouvé hyper original, hyper intéressant. Les personnages sont vachement difficiles, justement, parce que franchement, le personnage principal, c'est vrai, il est difficile à aimer. Mais justement, moi, j'ai aimé qu'on en a... En fait, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits. C'est-à-dire que vraiment, on comprend des choses, mais ce n'est jamais écrit. Et j'adore ça. Quelle est ta meilleure... Je serais contente que tu le lises pour voir si toi, de quel team tu serais. Ok. Je sais pas si tu aimerais, franchement, c'est... Ouais, ça dépend. Peut-être un défi. Peut-être. Quelle est ta meilleure fiction, du coup ? Ma meilleure fiction, j'ai eu du mal à en trouver une jusqu'à ce que je me souvienne que j'ai lu en 2025. J'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Moi qui n'ai pas connu les hommes, de Jacqueline Hartmann. Malgré qu'il t'a mis mal. Incroyable. Ouais. Justement parce qu'il m'a mis mal et qui m'a impacté et qui m'impactera pendant encore très très longtemps. C'est un roman que j'ai envie de relire. J'ai envie de le relire là cette année. Hein. Je l'ai lu en 2024, je me suis trompée. Ah. C'est pour ça que tu l'as pas mis dans tes awards. Tu n'y as pas pensé parce que tu l'avais pas. Non, je l'avais pas, ouais. Quel roman. Incroyable. Qui fait mal, qui te détruit et qui te fait te poser plein de questions sur ton identité, ton humanité, ce que tu ferais à la place du personnage. Oh, waouh. Moi, je ne l'ai pas mis dans mes meilleures lectures parce que, même en 2024, parce qu'il m'a manqué une explication. J'avoue que j'ai été... j'attendais plus de choses. Ouais. Voilà, c'est ce qui m'a Parce que tu t'attendais à avoir une explication. Au moins, même parce que je suis d'accord... Enfin, ça me pose pas de problème de pas avoir totalement d'explication, mais des théories. Et là, j'avais juste... j'ai fini le livre, j'étais vide d'émotions, de tout. Et du coup, je dirais qu'en termes d'expérience, ça a été dur, en fait. Mais vraiment dans le sens où... tu vois, pas bien. Oui. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut y aller en sachant que il n'y a pas de réponse à la question de base. Parce que pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, moi qui n'ai pas connu les hommes, qui ne l'auraient pas lu et qui n'auraient pas entendu parler de ce roman, le tout début du roman, c'est on va suivre notre personnage principal, notre narratrice, qui n'est pas nommée, qui est une petite fille au début du roman. Elle est enfermée avec 39 autres femmes dans une cage, sous terre, il me semble, dans une cave ou dans une grotte. Elles sont enfermées depuis X années. On ne sait pas depuis combien de temps. Très certainement depuis... depuis 8 ans, parce qu'elle a 10 ans. Ouais. Elle a connu que ça. Et les femmes avec qui elle est enfermée se souviennent d'avant. Et donc ça fait des années qu'elles sont là, qu'elles sont enfermées,
qu'elles tournent en rond. Et un jour, par un élément externe, elles vont retrouver la liberté. Et qu'est-ce qui se passe après ? C'est toute l'histoire de ce roman qui fait mal. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intelligent et encore une fois, c'est pas le concept qui est intéressant, c'est vraiment les personnages. Pour l'Awards suivant, je vous propose qu'on s'intéresse à une découverte d'un auteur ou d'une autrice. Ta découverte, ton auteur ou ton autrice préférée, découvert en 2025. Ce serait qui ? Je suis désolée, Jay Kristoff. C'est mon auteur que j'ai découvert cette année parce que je le connaissais pas. Et alors, il faut vous dire une petite chose, c'est que j'ai un faible pour les Australiens. Ah ouais ? Ouais, parce que j'ai passé 6 mois en Australie dans ma vie. Ça m'a changé ma vie. C'est un souvenir que j'ai profondément en moi et tout. Et tout ce qui touche à l'Australie, quand il y a des auteurs australiens, des autrices australiennes et tout, j'ai comme un... je sais pas. T'as une petite attirance. Oui. T'as un petit faible, ouais. C'est ça, mais qui est pas du tout justifié. Hein. C'est juste émotionnellement connecté à ce que j'ai vécu dans ma vie. Et donc, le fait qu'il soit australien me fait que je l'aime encore plus. C'est trop con, mais c'est ça. Et je l'adore. Je comprends tout à fait. En fait, je le suis sur les réseaux. Je l'adore parce que je le trouve très caustique, sarcastique. Il a pas peur de s'exprimer. Donc, j'adore. Et c'est un géant. C'est un géant de 2 mètres. Oui, il est très grand. Et moi, mon rêve, c'est de le rencontrer parce que, si vous savez pas, moi, je fais 1m50. Je suis toute petite. Et je suis toujours... Tu fais 1m50 ? 1m50, moi, je fais. Ah ouais ? Je suis toute petite. Et je suis toujours la toute petite du groupe à chaque fois. Et moi, je rêve de faire une photo avec lui parce qu'il fait des photos avec ses fans où, en fait, les filles, elles sont comme ça et lui, il regarde comme ça et il les regarde dans... Ça va être un sacré moment. Je suis fan de lui. Voilà, là récemment, il a fait encore des posts qui sont splendides, fantastiques. J'adore. Je le trouve génial. Voilà, j'aime la personne et j'aime ce qu'il met dans ses livres et comment il s'exprime dans ses livres. Moi, ça me plaît. On va t'inscrire sur sa prochaine tournée en France. Je sais pas si c'est prévu, mais on t'inscrira dessus. J'en rêve. Vraiment. Il a fait une tournée l'année dernière avec Brandon Sanderson. J'étais dégoûtée. Ouh. À Madrid. Non, c'était en Espagne. J'étais trop dégoûtée. Ouais. J'aurais trop voulu. Il est venu en France aussi. Il y a longtemps, ouais. Je sais plus si c'était en 2025 ou avant, mais il est venu en France pour une tournée. Ça devait être pour le lancement de l'Empire du Vampire. Oui, c'était il y a longtemps, ouais. Ah, j'aurais rêvé de faire. Ouais. Mais bon. Peut-être bientôt. Ouais, j'espère. Il paraît qu'il est en train d'écrire justement une nouvelle série. J'ai vu, ça a l'air trop bien. Ça a l'air génial. Ouais, ça a l'air dingue. Je me souviens plus de ce que c'était, mais je me souviens que quand je l'ai lu, je me suis dit oh waouh, ça promet, il va falloir que je le lise. Oui, non, moi aussi. Oh, c'est obligé. Quel est ton auteur ou autrice découvert cette année préféré ? Robert Jackson Bennett, qui est l'auteur des Cités divines. Incroyable découverte. J'avais beaucoup entendu parler de lui avant, mais je l'ai vraiment découvert en 2025. C'est la première fois que j'ai lu un de ses romans en 2025. Et j'ai lu le tome 1 des Cités divines. Je sais plus si je l'ai lu en janvier ou en février 2025. Et le mois suivant, j'ai dû lire le tome 2 parce que je pouvais pas m'en passer. J'adore son style d'écriture. J'adore la façon qu'il a de dénoncer pas mal de choses dans ses livres. Mais aussi, comme toi tu suis Jay Kristoff sur les réseaux, je suis Robert Jackson Bennett sur les réseaux et j'adore voir ses posts. Alors lui, il est un peu... il partage ses posts, c'est un peu le daron qui maîtrise pas un peu tous les codes mais qui balance et qui s'en fout en fait. Et j'adore. Moi aussi, j'adore ça. C'est ce que je préfère. La liberté de ton... c'est... Ouais. Complètement. Faut que je le suive, je le suis pas. Il balance des captures d'écran et des machins. Il partage aussi beaucoup par rapport à ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Il n'hésite pas à profiter de sa notoriété pour justement mettre en avant le fait qu'il se passe des choses hyper graves. Prenez conscience, ouvrez votre esprit critique et commencez à vous interroger sur ce qui se passe autour de vous. Très important. Ouais, faut que j'aille le suivre, je le suis pas. Mais oui.
Ça m'intéresse. Et j'aimerais beaucoup le rencontrer aussi. Je sais pas ce que je lui dirais, à part que j'aime trop ce que tu fais, mais Moi, j'aimerais beaucoup le rencontrer. je lui dirais rien d'intéressant à Jack Christophe, mais c'est... Je sais pas, en fait, c'est plus qu'un auteur préféré, je trouve, c'est vraiment une... Il y a des gens comme ça dans la vie, t'as quelque chose, tu les connais pas, mais t'as un truc, un feeling, voilà. Ça s'explique pas. Ouais. Allez, on va parler de la meilleure série. Est-ce que ça va se rejoindre? Alors de mon côté, ça va pas se rejoindre. J'ai failli mettre Les Cités Divines, mais je me suis dit, bon, ça fait un moment que j'en parle. Le problème, c'est que j'ai un awards et une mention originale, et ça reste des séries dont j'ai déjà parlé, mais je peux pas... C'est impossible que je ne mette pas dans ma meilleure série Dungeon Crawler Carl et l'Assassin Royal. Voilà, okay. Désolée, je me répète, mais là, c'était impossible de trouver autre chose. Bah moi, c'est pareil avec l'Empire du Vampire. Je vais pas redire pourquoi, mais je peux pas dire autre chose, désolée. Voilà, tout simplement. Impossible, ouais. Au niveau des meilleures lectures, ta meilleure lecture de 2025, si tu dois en choisir une seule. C'était difficile, mais j'ai choisi Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Ouh, oui. Aussi parce que c'était une surprise. Mythologie, j'avais pas aimé Circé par exemple, donc tu vois, j'étais pas trop sûre. Et en fait, j'ai tout aimé dans ce livre. J'ai trouvé que la plume était absolument magnifique, poétique, mais pas trop lourde. Vraiment, juste comme j'ai aimé, alors que j'avais pas aimé Circé, mais Circé, je l'avais lu en anglais. Ah, peut-être c'était plus difficile. Ça peut jouer aussi, hein. Ça joue. Mais bon, dans Cersei, il n'y avait pas non plus... le personnage n'était pas forcément très intéressant pour ma part. Alors que là, Achille, et ce qui m'a subjuguée, c'est cette romance Patrocle-Achille, dès leur plus jeune âge, quand ils se découvrent, quand ils comprennent aussi eux-mêmes leurs sentiments. Je l'ai trouvé... En fait, ce roman est dur, et quelque part, toute la première partie, je l'ai trouvée tellement douce, puissante, belle... C'était doudou, je m'y étais bien. Je suis tombée amoureuse d'Achille à travers les yeux de Patrocle. Alors que c'est un personnage très... Bah ouais. Assez ambivalent quand même. Hein. Enfin, moi, j'ai le souvenir qu'Achille, il est quand même assez à un but de sa personne. Ouais, mais pas avec Patrocle. Et c'est pour ça que c'est intelligent. Mais pas avec Patrocle. En fait, c'est pour ça que je suis tombée amoureuse d'Achille à travers les yeux de Patrocle. Et j'ai adoré cette histoire d'amour. Je me suis attachée au personnage. C'était beau, c'était délicat. C'est très beau. Et j'ai vécu beaucoup d'émotions. C'était très très beau. Et la tienne? Je vais me répéter, mais Dungeon Crawler Carl. Je suis désolée. Je sais que le but c'est de varier, mais là j'ai pas pu. Est-ce qu'on a des mentions honorables pour parler d'autre chose? Non. Alors, moi j'ai mis Rebecca de Daphné du Maurier. Oh. Parce que je m'attendais pas forcément à aimer ce genre-là, d'autant que, honnêtement, au début du roman, c'est plus une espèce de tension qu'un enjeu, une intrigue, quand même. Il y a de l'intrigue, mais ça vient beaucoup plus tard. Mais j'ai adoré cette tension, j'ai adoré cette héroïne parce que elle est très naïve, elle a pas confiance en elle. Ça m'a rappelé un peu moi, où des fois, je vois les autres, je me dis, ils sont tellement... incroyables, ils ont tellement de charisme, tu vois, et tu te dévalorises. Tu te dévalorises, et elle était vraiment là-dedans, et elle m'a touchée, parce que je me ressentais un peu dans son histoire, et j'ai trouvé que c'était très atmosphérique, je l'ai dévoré, je l'ai adoré, voilà, et j'étais étonnée quand même, parce que je pensais pas autant adorer, mais je pouvais pas lâcher le bouquin. Alors maintenant, on va rigoler un peu, parce qu'on arrive sur la pire fin, l'award de la pire fin. Raconte-nous tout. Ouais, waouh. Je pense que c'est la catégorie qui m'a donné le plus de mal pour trouver une réponse. Parce que des pires lectures, j'en ai, des abandons, j'en ai. Mais les livres qui m'ont posé problème au niveau de lecture en 2025, c'est des livres qui m'ont posé problème tout du long. Mais un livre où ça a été ok ou voire sympa tout du long, sauf à la fin où j'ai été ultra déçue, ben j'en ai pas particulièrement, à part peut-être Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict que j'ai lu sur la fin de l'année, parce que c'est de la cozy mystery qui se passe justement à Noël dans un train en Écosse qui traverse l'Highland.
Et puis il va y avoir évidemment des crimes dans ce train. Et on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Rose, qui est inspectrice à la retraite depuis peu et qui se trouve dans ce train pour des raisons personnelles, qui sont abordées justement dans le roman. Et voilà, le livre en soi m'a déjà pas mal déçue, mais la fin m'a déçue parce qu'il y a toutes les révélations qui arrivent sur une très très courte période. Et on va tellement de révélation en révélation que je me suis retrouvée à la fin à plus savoir ce qui était vrai et ce qui était faux, alors qu'on m'avait tout décrit juste avant. Et même là, maintenant, je suis toujours incapable de te dire qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui a été de la manipulation, qu'est-ce qui a... Je suis incapable de te dire. Ok. Hyper déçue. Donc un peu déçue. Ouais. Moi, j'en et toi, avais... c'est quoi ta pire fin? J'en avais quelques-uns, mais franchement, en fait, cette catégorie, je l'ai mise là pour parler de ce roman. Parce que, voilà, excusez-moi, je sais que ce livre a été un petit peu aimé. Il a gagné le prix du Polar 2025. Mais pour moi, La Nuit des Fous de Anouk Schutterberg, je suis désolée, mais je suis affligée. C'est totalement invraisemblable, ça n'a ni queue ni tête. Outre le fait que j'ai pas du tout aimé le roman, parce que très sincèrement, honnêtement, je l'ai trouvé très mauvais en termes d'écriture, de dialogue, de construction, il y avait rien pour moi qui n'allait. Mais c'est un thriller, donc tu sais, tu lis quand même jusqu'à la fin parce que tu as envie d'avoir la révélation, et c'est facile à lire. Ouais. Tu vois, tu t'ennuies pas. Il y a de l'action, il y a de la tension. Ça reste que c'est un thriller efficace. Je vais te dire la fin et tu ne mettras que ta réaction pour éviter les spoilers. D'accord. Ok. Oui, parce que je compte pas le lire, donc tu peux me dire la fin, je m'en fiche. Donc juste pour savoir, pour vous mettre dans le contexte, c'est donc on trouve des cadavres dans des cercueils de bois, dans des boîtes en bois, et ces cadavres-là ont des formes particulières. Donc en fait, avec des cordelettes ou quoi, on les a mis dans des formes. Voilà, en gros, le mystère, c'est ça. Évidemment, il y a d'autres choses, mais on va parler de ça. Et donc, la révélation finale, que tu couperas... Mon Dieu. J'ai un fou rire. C'est quoi cette fin de malade? Je te jure que c'est vrai. J'ai pas de mots. Non, mais attendez. Je comprends. Ok, oui, ça vaut la pire fin, oui. Mais tu sais, en plus, j'ai pas aimé ce roman parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment mal écrit. Il y avait plein de choses qui étaient pas correctement construites. C'était des situations ubuesques. Il y avait vraiment des sauts dans le temps. Il y avait rien qui était pour moi construit correct et tout. J'ai lutté pour ça. Bon, remarque, j'ai rigolé. Hein. Ah ouais, non, mais je suis affligée. Donc, écoutez, désolée. Ouais. Mais ça vaut le Awards de la pire fin. Ouais. Ah, je rigole pas quand je dis Award de la pire fin. Pire fin. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec le livre le plus what the fuck que tu aies lu en 2025? Allez, je vais faire. Aussi. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai pas réussi à terminer, mais je peux en parler parce que j'ai lu 230 pages sur 300. Ah oui, ça va. Mais j'en pouvais plus. C'était Bunny de Mona Awad. C'est vrai que ça a l'air barré, hein. C'est complètement barré. Voilà. Pour moi, j'ai relu ma critique. J'avais pas écrit grand-chose à part que j'avais l'impression d'être sous LSD quand je lisais le bouquin. Je n'ai jamais pris de drogue de ma vie. Ça m'a jamais. Je ne sais pas ce que c'est. Mais là, j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue. Il y a beaucoup de gens qui disent à peu près la même chose. Hein, que c'est tellement barré que ça en est hallucinant. Ouais, il y a beaucoup d'explosions de lapins, il y a beaucoup de choses très bizarres qui se passent. Et toi? Pour moi, c'est Cadavre exquis. Ah ouais, j'en ai entendu parler. C'est spécial. Hein. Cadavre exquis, c'est... je pense qu'on peut le classer dans de la dystopie, dans un futur qui est peut-être pas si lointain que ça.
où l'humanité ne peut plus manger d'animaux, ne peut plus manger de viande animale, et au lieu de se passer de la viande et de faire autrement au niveau de l'alimentation, eh bien l'humain décide d'élever d'autres humains pour la consommation de l'humanité. Moi, c'est un thème, je peux pas lire ce livre, ça c'est sûr. C'est atroce. C'est atroce. Bon. C'est atroce. C'est une sacrée idée de la part de l'autrice et c'est vraiment bien exploité. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié lire, mais l'idée, le principe, c'est vraiment particulier. Et la fin, waouh, faut s'accrocher. Ouais, moi, je suis pas capable. Mais il vaut le détour. Non, parce que je sais pas, ça me fait peur. Tout ce qui est ça me non. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant et alors moi je suis végétarienne, mais je crois que tu l'es aussi, non? Ouais. Je l'ai été. Ouais. C'est malaisant. Ah ouais, non. Après, même si on n'est pas végétarien, on va se sentir mal à l'aise, clairement. Ouais. Ah ouais, je veux bien comprendre que ce livre soit là, effectivement. Alors on va dans le même thème presque, le plus effrayant. Ouais. Je me demande si on n'aurait pas le même. Je pense qu'on a le même. Ah. Ouais, comme ça au moins... Tu le dis ou je le dis? C'était notre maison. Oui. C'est tellement flippant ce livre. Tellement, ouais. Oh. J'ai eu très peur. J'y pense encore, hein. Moi aussi. Ça fait 2 mois que je l'ai lu, j'y pense encore. Je me rappelle... Non, 1 mois et demi. Je me rappelle plus de tout, parce que je l'avais lu en audio il y a longtemps, mais je me rappelle de cette sensation de malaise que je ressentais, de pas être seule chez moi, donc c'est un roman où en fait un couple voit sonner à sa porte une famille qui disent que c'était leur maison, ils ont vécu là avant, comme ça peut arriver, hein. Ils visitent la maison et en gros ils repartent plus. Et il se passe des choses de plus en plus étranges et on tombe dans un truc très malaisant où on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Il y a plein de choses qui se passent, très étranges. Et tout s'écroule autour de la protagoniste. Ouais. Et j'ai fait des cauchemars. J'ai fait des cauchemars. Pareil. Des cauchemars, du mal à m'endormir. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est justement de suivre un personnage qui, déjà de base, elle a pas confiance en elle. Elle doute très souvent d'elle-même. Et avec ce qui se passe justement dans cette intrigue, elle doute encore plus. Mais c'est plus, tellement elle est jamais sûre d'elle-même qu'on en vient, nous, lecteurs, à se poser des questions de si elle est fiable ou pas. C'est ça. Et si elle n'est pas fiable, est-ce que c'est volontaire ou pas? C'est ça, c'est très fort de la part de l'auteur. Ouais, c'est comme une plongée dans la folie et toi, tu ne sais pas. Et en même temps, moi, ce que j'ai absolument adoré, c'est les indices dont tu te rends pas compte au départ. Oui. Puis tu commences à collecter des indices parce qu'il y a ces fameux documents qui sont donnés très un peu à la façon la maison des feuilles, là. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et tu commences à dire, attends, là, il y a des indices. Attends, là, je commence à recouper des trucs. Ça, j'adore parce qu'en plus, t'as une tension, t'as peur, et en même temps, tu collectes des indices. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. Ouais, impossible à lâcher celui-ci aussi, d'ailleurs. Ah ouais, puis il m'a vraiment impactée parce que j'ai fait 2 nuits d'affilée des cauchemars. Vraiment, ça m'arrive jamais. Ouais. Mais je suis un peu sensible, j'avais déjà fait... parce que je fais beaucoup de cauchemars comme personne, et je fais souvent des cauchemars de gens qui rentrent chez moi. Et à Lima, j'ai très peur de ça à Lima, justement, parce que... j'ai vu réellement des caméras de sécurité filmer des événements comme ça. En face de chez moi, c'est arrivé. Donc, tu vois, je suis dans un contexte aussi qui m'a impressionnée. Oui. Parce que je suis pas trop bien et je suis souvent toute seule. La maison est grande. J'ai pas confiance. Ouais. J'ai adoré. Mais t'inquiète pas, Thomas n'est pas dans les parages. Non. Thomas Faust n'est pas dans les parages. Non. Non. On dirait rien de plus pour les gens qui l'ont pas lu et qui voudraient le lire, mais il vaut le détour. Ouais, moi il a été très efficace. Et il fait peur. Oui. Il fait très peur. Ouais. Moi j'ai toujours, quand je vais pour m'endormir, j'ai toujours une petite pensée de me dire justement, est-ce que je suis vraiment toute seule dans la maison? Est-ce que je suis vraiment toute seule dans ma chambre?
Et il y a des fois où j'ai du mal à m'endormir juste parce que je repense à ce livre. Moi aussi. C'est terrible. Moi, quand je suis toute seule, alors déjà, C'est j'ai terrible. ma chienne qui dort avec moi parce que je me dis, elle va entendre, tiens, un truc. Et je Ouais. ferme la porte à clé et tout, quoi. Est-ce qu'on ferait pas déjà la scène qui m'a hantée, comme Howard maintenant, Alors ça me va très bien. pour rester Parce que, ouais, voilà, on est bien dans le thème. Tu veux commencer par le tien ? Alors moi, j'en avais plusieurs. Mais, ouais, alors rapidement, j'aurais dit la scène de guerre dans La guerre du pavot. Abominable. Ah, je l'ai pas lu encore. Abominable. Et sinon, je vais plutôt parler de la scène du repas, pour ceux qui l'ont lu, dans La végétarienne, de Han Kang. Ah. Alors, la scène du repas, je vais l'expliquer rapidement, juste pour donner un contexte. C'est en fait, la végétarienne, c'est une femme qui fait un cauchemar et qui refuse de manger... Alors, en fait, c'est vegan, hein. Elle refuse de manger tout ce qui vient des animaux. Elle peut plus ingérer, c'est plus possible. Elle a eu aussi pas mal de traumatismes. Ce roman est abominable. En termes de violence, abominable. Et il y a une scène qui m'a profondément marquée, où j'étais vraiment mal physiquement, où en fait, bon, ça parle beaucoup du patriarcat, de la société sud-coréenne et du pouvoir des femmes, enfin des hommes plutôt, parce que pour l'occurrence... Ouais. Et ça parle de plein de thèmes très intéressants, à travers notamment cette fameuse scène du repas, où elle refuse donc de manger de la viande, tout ce qui vient des animaux. Et à un moment donné, son père refuse, parce que c'est le patriarche, et voilà... Ça ne se fait pas, c'est pas dans la culture. Donc en fait, avec toute sa famille autour d'elle, elle finit que son père, je crois qu'il y a même un des membres de la famille qui lui tient les bras en arrière de la chaise, et son père lui ouvre la bouche de force et lui la force à avaler des morceaux de viande. Et la force vraiment à avaler. Ouah, je me suis sentie tellement mal. Atroce. Malaise profond, torture psychologique, physique, pression familiale, tout dans une scène. J'étais vraiment pas bien. Ouais. Ça m'a hantée. En tant qu'en plus végétarienne qui ait subi beaucoup, parce que moi j'ai été végétarienne dès que j'avais eu 16 ans. Je peux te dire que j'en ai pris, on m'a jamais forcé, mais violence dans les propos et tout, j'en ai eu. Hein. Et ça m'a... Ouais, je trouve ça abominable. Et c'est évidemment pas seulement... pour le propos de la végétarienne ou de la viande, c'est vraiment de la forcer en tant que femme à faire quelque chose et qu'elle n'a plus son corps, elle n'a plus son mot à dire en fait. Tu vois, il y a un parallèle fort aussi sur le rôle de la place de la femme dans la famille en plus. Terrible. Atroce. C'était atroce. Waouh. Oui, je comprends pourquoi ça t'a marqué. Ouais. Et toi, c'est quoi ? Alors de mon côté, elle paraît quand même beaucoup moins impactante. Et c'est un roman dont on vient de parler, mais la scène du grenier dans C'était notre maison, qui m'a fait peur comme rarement j'ai eu peur avec un livre. Je me rappelle plus c'était quoi la scène du grenier. Quand elle monte chercher des trucs. Quand elle monte, mais je sais plus si c'est la seule fois qu'elle monte au grenier. En tout cas, c'est la première fois qu'elle monte au grenier parce qu'elle a décidé de se débarrasser de cette famille qui squatte depuis trop longtemps sa maison. Et elle décide de leur donner les pneus neige. Oui. Donc elle monte et elle dit, c'est la première fois que je monte, mais je sais où sont les pneus neige parce que ma compagne m'avait expliqué où ils sont rangés. Donc elle va. Déjà, elle est pas très rassurée. Elle est dans le noir, mais elle a sa lampe torche. Elle a peur des espaces... Alors, je sais plus si elle a peur des espaces clos ou si c'est juste parce qu'elle connaît pas et qu'elle est d'une nature anxieuse et elle est déjà pas à l'aise. Et quand elle est au bout du grenier et qu'elle commence à récupérer ses pneus neige, elle entend le monte-plat qui traverse la maison depuis le sous-sol. Donc, qui remonte le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier étage et qui arrive au grenier et qui sonne dans le grenier pas très loin d'elle. C'est atroce. J'irai pas plus loin pour pas spoiler, mais j'en avais la chair de poule. La chair de poule. Je me souviens m'être interrompue dans ma lecture en lâchant des... Mais c'est pas possible, mais j'ai trop peur, mais sors de là. Je n'en pouvais plus de peur. Ouais, tu te sens en danger. J'avais l'impression... Ah oui, mais c'était un film d'horreur que du coup je ne regardais pas, mais que je lisais. C'est fort parce que moi, souvent, j'ai plus peur dans les films que dans les livres. Dans les livres, j'ai pas peur. Moi aussi. C'est pour ça que je peux me permettre de lire des romans d'horreur. Ouais. Parce que ça me fait peur, ça me fait mal à l'aise, mais pas autant qu'un film. Pareil, ouais.
Alors que là, c'était notre maison. Cette scène du grenier, mais terrible, parce qu'en plus, l'auteur, il accentue ce côté film avec les descriptions de silence, alors qu'il ne devrait pas y avoir du silence. Parce qu'elle est censée entendre un bruit spécifique et elle l'entend plus. Et là, elle se dit, je suis pas toute seule. C'est... Ouais, oh là là. Et ce que j'aime, c'est que c'est bien subtil. fait. C'est très subtil. Et moi, c'est ça qui me fait le plus peur. Quand c'est crédible et subtil et... Ouais. Waouh. Ouais. Terrible. Est-ce qu'on arrive à notre dernier Book Award de 2025 ? Il restait le plaisir coupable qu'on n'a pas... Ah oui, c'est vrai. Non, pardon, l'avant-dernier. Effectivement, le plaisir coupable. Moi, pour moi, c'est... Je vois ton petit sourire. Alors, vraiment rien à voir, on repart dans la légèreté. Moi, les plaisirs coupables, c'est les romances. C'est les petites romances bonbons. Et j'ai mis First Time Caller de Becky Borison. Oh, je me suis éclatée. J'ai envie de le lire. Il est trop bien. Ben justement, parce que t'en as parlé avec beaucoup de bien, je pense que je vais le lire un jour. J'ai failli, je pensais que j'allais avoir un coup de cœur, mais les codes de la romance sont revenus et c'est un peu retombé pour moi personnellement. Ceci étant dit, alors pour le coup, j'ai trouvé que c'était bienveillant et ça m'a fait du bien. Voilà, plaisir coupable parce que quelque chose de bienveillant, quelque chose où les personnages sont sympathiques, où il y a une sorte de found family un petit peu. Et on n'est pas dans une romance qui peut être très intéressante, je critique pas, mais où des fois les personnages ont des casseroles et puis ils cèdent. Et puis là, c'est plus quand même. Moi, j'ai trouvé que c'était plus simple, mais en même temps, il faut qu'ils surpassent des choses, les deux quand même. Donc c'est intéressant. Mais j'ai trouvé, moi, ça m'a semblé être très doudou, bienveillant, et c'était adorable. Ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, donc la personnage, si tu veux, elle a une fille. Qui est quand même déjà, elle l'a eu très jeune. Elle appelle la radio, la fille, pour aider sa mère dans ses relations amoureuses qu'elle n'a pas. Hein. Ouais. Et en fait, la mère prend le téléphone à ce moment-là, elle parle avec l'animateur, et en fait, ça fait un buzz. Et donc, elle va être invitée dans la station de radio pour l'émission. Et forcément, c'est une romance, hein, donc voilà. Ouais. Les choses vont se développer. Mais du coup, on a des passages où les deux se parlent et presque s'apprivoisent, mais en direct à la radio. J'ai trop adoré. C'est trop chou. Il paraît que c'est tellement mignon. Oui, j'étais là. Oui, il lui a dit ça devant tout le monde et tout. C'est le plaisir coupable où tu rigoles, tu ricanes. Tu sais, j'ai adoré. Tu me donnes trop envie de le lire. J'ai adoré ces passages... où ils s'échangeaient un peu des trucs, mais en direct un peu à la radio comme ça, c'était trop chou. Et toi ? Et écoute, de mon côté, alors j'ai failli mettre de la romance, et puis je me suis souvenue qu'en 2025, j'ai lu Five Broken Blades de May Corland, qui est le premier tome d'une trilogie. Je sais pas si on peut classer ça dans de la romantaisie ou de la fantaisie avec de la romance. Je suis pas très à l'aise avec tous ces classements, parce que pour moi, dès qu'il y a de la romance... Vu que j'aime pas le côté romance, ça prend tout de suite beaucoup trop de place pour moi, pour ma propre expérience que je veux avoir. Donc j'ai tendance à classer des romans en romantaisie qui, pour une autre personne, ne seraient pas de la romantaisie. Je dis ça parce que Five Broken Blades, on va suivre 6 personnages qui vont se réunir. Alors, il y en a certains qui se connaissent déjà, il y en a d'autres qu'on va rencontrer au fur et à mesure et qui vont apprendre à se connaître entre eux. Mais ces 6 personnages, ils vont se rapprocher pour un peu commettre, pas forcément le casse du siècle, mais ils sont engagés dans une mission pour voler quelque chose. Et donc, entre ces 6 personnages, on évolue quand même dans un monde de fantasy, mais il y a beaucoup le côté romance qui va ressortir. Il y a des relations entre les 6. Et c'est quelque chose qui d'habitude ne me plaît pas du tout. Et j'avoue que c'est quand même quelque chose qui m'a pas forcément plu dans Five Broken Blades, mais j'ai beaucoup aimé ce premier roman de trilogie. Je pensais lire ça juste pour la découverte et que j'allais presque rager. Et en fait, j'ai passé un très très bon moment de lecture avec ce premier roman. Du coup, je vais continuer la série. Et j'aurais jamais cru dire ça avant de commencer à lire Five Broken Blades. Ouais, je pense pas, tu vois, non plus aller vers ce roman du tout.
Ça a été une bonne surprise en 2025. Ouais, c'est une bonne surprise du coup. Ouais. Parce que je m'attendais à pas aimer, hein, vraiment, à ressortir limite mitigée, mais plus à ne pas aimer. Et en fait, non, j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, pourquoi t'es allée vers ce roman alors, si c'est vraiment... Il y avait une raison pour laquelle tu voulais le lire à la base ? Pour la science. Moi, je suis comme ça aussi. Je suis très curieuse. Moi, je suis très curieuse et je trouve que finalement, c'est une qualité. Quand tu vois des choses et tu te dis, moi aussi, j'ai envie de me faire mon avis et je vais y aller, je vais le lire. Et voilà, des fois, je regrette. Mais des fois, j'ai des belles surprises. Comme Le Prince Cruel, c'était de la curiosité. Hein. Bah ouais. Voilà. Et finalement, je regrette pas. avec des super expériences. Et en plus, c'est bien parce que ça permet de justement ne pas mépriser un genre, mais plutôt de se dire, il y a des choses qui peuvent nous plaire, il y a des choses qui peuvent ne pas nous plaire, et de faire notre expérience. Voilà. Complètement. Ça nous fait sortir de nos zones de confort, ça nous fait découvrir d'autres styles d'écriture, d'autres intrigues, d'autres univers. Ouais, passer un bon moment de lecture, même si c'est pas des choses qu'on recherche à la base, tout simplement. On arrive à la fin. La fin, ça va être le mot de l'auteur, on va dire, puisqu'on va citer des citations qui nous ont inspirés ou marqués, qu'on retient en tout cas de cette année 2025. Je te laisse dire la tienne, ou les deux. On en a deux, je crois. J'en ai techniquement 3, mais il y en a une que je peux pas citer, donc je vais juste vous dire de quel roman c'est issu. D'accord. Et c'est justement « Moi qui n'ai pas connu les hommes ». Je ne peux pas la citer parce que c'est la dernière phrase du roman. Et je trouve que si je vous la dis, ça gâche le plaisir de lire l'entièreté du roman. Mais c'est une citation qui a une forte charge émotionnelle, je trouve. Je sais pas si tu t'en souviens. Tu peux me la redire et tu couperas. Ouais. Je redis hors caméra pour elle. Ouais, c'est trop bien. Oh là là, elle me met les... Ouais. Ah oui, maintenant je me souviens. Le coup de poignard. La boucle est bouclée. Incroyable. Oui, c'est ça, la boucle est bouclée. Très très beau. Oh, c'est intelligent quand même, c'est... Ouais. Excellent. Hein. C'est vraiment une belle littérature, franchement, ouais. Ouais. Pour, je pense, toutes les personnes qui l'ont lu se souviennent de cette fin. Mais moi, je me souviens... Pas forcément dans le détail, mais se souvient d'avoir été impactée par cette dernière ligne. Je me souviens vraiment d'avoir lu ça et j'ai fait « je suis vide ». Oui. Je suis pas là, je sais pas quoi faire de ma vie maintenant. Oui. Tu arrives au point final, tu refermes ton livre et tu te mets en PLS. C'est ce qui m'est exactement arrivé. J'étais avec ma mère, je me souviens. Heureusement, j'étais pas toute seule et j'étais en France et j'étais trop mal. Je dis je veux pas bien. Mais horrible. Je crois que j'ai fait pareil avec ma mère. Je suis allée la voir en disant lis ça, mais je suis pas bien. C'est drôle, vraiment la même. Ouais. Est-ce que tu as une autre citation que tu peux nous citer du coup Oui, donc celle-ci, je l'avais exprès pas mis dans mes mentions honorables parce que je ne peux pas la citer, mais je voulais juste en parler. Sinon, mention honorable que je peux citer, mais qui, si vous n'avez pas le contexte, ne vous dira rien. Pour toi, Liv, ça te ne dira rien parce que c'est la dernière ligne du cycle de l'Assassin Royal. Donc c'est la dernière ligne du dernier tome, le 6e tome. Donc je peux la citer parce qu'elle n'aura pas de sens pour les personnes qui ne l'ont pas lue. D'accord. Et pour les personnes même qui seraient en cours de lecture, ça n'aura pas de sens quand même. Okay. C'est tout simplement, nous rêvons de sculpter notre propre dragon. Et comme dans Moi qui n'ai pas connu les hommes, la boucle est bouclée. Et j'ai eu le même ressenti, je suis arrivée à ce point final, j'ai refermé mon livre. Et je m'en souviens très bien, j'étais sur mon fauteuil qui se trouve derrière la caméra. Et je me suis mise en PLS et j'ai pleuré. Peut difficilement en dire plus. Non, non. C'est vraiment tout le ressenti d'avoir lu ces 6 tomes et d'arriver sur cette phrase finale et de se dire « Oh, waouh, incroyable !» Ça me donne trop envie de le lire. Je te jure, je crois que je vais le craquer. Oh, lis-le. C'est les trucs comme ça, hyper intelligents, avec une finalité, mais où tu comprends tout à la fin. J'adore j'expérience. J'ai hâte que tu le lises, si un jour tu le lis, tu arrives à cette phrase et que tu me dises ce que tu en penses. Ouais. Non, ça me convainc vraiment beaucoup. Surtout dans l'envie de la découverte de la fantaisie
classiques dans le sens, tu vois, les Classique, mastodons de la fantasy que j'aurais vraiment Les envie grands de... bâtisseurs. C'est ça, trop envie. Ouais. Est-ce que tu avais une autre citation? Et ben du coup, mon Awards, il va aller à l'Incipit de 100 ans de solitude. Ah. La première phrase. Là, on a fait la dernière phrase d'un roman, même d'une série. Et mon Awards, il va pour la première phrase de 100 ans de solitude. Tu l'as pas lu, hein? Non. Et comme c'est la première phrase, je peux vous la lire. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'amena faire connaissance avec la glace. Quand on n'a pas le contexte, quand on n'a pas lu le roman, on se dit « Ok ». Enfin, ça donne pas tant d'indications que ça. Mais quand tu lis le roman, ce début de phrase, cette construction, tu vas la retrouver très régulièrement et tu sais que ça va lancer un nouvel élément de l'intrigue, ça va lancer une nouvelle partie, on va avancer dans l'histoire. Et c'est l'un des incipits, voire l'incipit le plus connu de la littérature. Et quand je l'ai lu, je l'ai compris. Et c'est vraiment la ligne qui m'a le plus marqué en 2025. Waouh. Magnifique. Incroyable. Ouais, hyper, et si je peux faire une dernière précision, il y a une série sur Netflix qui reprend ce livre, 100 ans de solitude, qui est en 2 parties. Donc la première partie est sortie en 2025 et la partie 2 sort à l'été 2026. Et c'est une série magnifique. Vraiment la plus belle série au niveau visuel que j'ai jamais vue. Et c'est extrêmement fidèle au roman. Donc si vous ne voulez pas vous lancer dans le livre, lancez-vous dans la série. Ouais, moi je pense que je la regarderai peut-être en série, effectivement. Du coup. C'est très très beau. Okay. Très très beau. Magnifique. Et pour toi alors? Alors je vais commencer avec... Écoutez, ne m'en voulez pas, ça va pas plaire à tout le monde, je vous le dis. Oh. Mais bon. Est-ce que c'est ta mention honorable ou est-ce que c'est ton award? C'est ma mention honorable. Mais... Ok. Attends, il faut que je la retrouve. Je crois que c'est l'Incipit. Tu devineras quel est le livre. D'accord? Oh, ok. Devinette. Parce que ça veut dire que je l'ai déjà lu. Oui, tu connais. Uh-huh. Moi j'ai ouvert le livre, j'ai lu ça, j'ai dit, ça va être un 5 étoiles. Ne me demandez pas si Dieu existe, mais pour quelle raison c'est un connard pareil. L'Empire du vampire. Yay. Je vais pas faire de commentaires, moi, voilà. Mais c'est très révélateur du personnage de Gabriel de Léon. C'est tout à son image. C'est ça. Il m'a happé déjà, là, il m'a dit, là j'ai dit, ouais, lui, subversif, faut le faire, commencer un roman comme ça, imagine. Donc ça, c'était ma mention honorable parce que vraiment, ça m'a marqué. Et celle qui m'a marquée et en plus qui m'a inspirée, et j'ai fait une vidéo après avoir lu cette citation, et je vais d'abord lire la citation, c'est toutes les sociétés totalitaires faisaient la chasse aux idées subversives contenues dans les livres. Lien de sang, Octavia E. Butler. Ouh. Ça m'a tellement marqué qu'après, j'ai fait une vidéo sur la censure, notamment aux États-Unis, et j'ai repris cette phrase en début de vidéo parce que cette phrase m'a profondément... Waouh, ça m'a choquée. Ouais. D'autant plus que... Ça impacte. Au moment où je lis le livre, on parle de toute la censure aux États-Unis. Oui. Et je me dis, il faut que je parle de ce sujet, et cette phrase m'a inspirée. Donc vraiment, elle m'a marquée, j'adore. Il y a tout, quoi. Une phrase, voilà. Génial, génial. Elle dit tout. J'adore. Donc, Lien de sang, c'est un livre qui m'a vraiment profondément marquée. Et je trouve qu'elle a notamment cette citation dedans qui m'a convaincue et qui m'a inspirée. Donc, voilà. Donc, écoutez, on a fait beaucoup d'awards. Il y a eu beaucoup de choses super intéressantes. Ça a été varié quand même. Je m'attendais à ce qu'on ait peut-être, pas forcément qu'on tourne en rond, mais qu'on ait plus de choses en commun que ça. Ouais. On a parlé quand même de pas mal de choses différentes.
Donc évidemment, la majorité, c'est quand même des lectures très bonnes qu'on a faites parce que ça nous a marqué, donc c'est obligatoire. Mais je pense que vous allez avoir peut-être pas mal de livres du coup revoir des livres dont on a déjà parlé, mais d'une façon différente avec ce qui nous a marqué pour chacun, en fait. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, si vous êtes d'accord ou pas déjà, et puis s'il y a vraiment des choses aussi qui vous ont marqué dans les awards qu'on a pu citer. Moi, je crois que de mon côté, j'ai rajouté des livres à ma palle mentalement à cause de toi. Moi aussi, c'est clair. Envie d'aller voir des choses, découvrir d'autres choses, effectivement. Ouais. Moi aussi. Ouais. Donc, ce sera encore... j'ai hâte de repartir sur une nouvelle année et de peut-être penser déjà dans cette année, tiens, peut-être là, ça pourrait être un award quand on fait la lecture, en cours de lecture, tu sais. Oui. Mais en tout cas, c'était très chouette, très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce nouvel épisode de podcast. Très, très bonne idée. Moi aussi. Et je sais pas pour toi, mais c'était une idée de vidéo que je voulais faire sur ma propre chaîne, mais que j'arrivais pas à caser dans mon planning, et du coup j'avais plus ou moins abandonné l'idée. Et après j'ai vu, alors c'était les frères Gwyn sur YouTube qui ont fait cette vidéo, et je me suis dit, mais pourquoi on le ferait pas en podcast directement avec Olivia ? Excellente idée, parce que on peut partager, puis le but du podcast c'est de discuter, de partager, c'est pas vraiment de vous exposer des nouveaux livres, parce que ça on le fait dans notre chaîne, dans nos chaînes respectives, mais c'est vraiment de discuter autour de lectures, et là pour le coup, impactante, il y a eu pas mal d'émotions, c'était aussi, drôle, mais aussi il y a pas mal d'émotions, finalement on se rend compte que ce qui nous marque le plus, c'est quand même quand on a des émotions. Donc l'en discuter... toutes les deux, c'est toujours intéressant, quoi. C'est ça qui fait qu'on a une bonne lecture. Ouais. Ou une très bonne lecture, ou même un coup de cœur. Et j'ai remarqué que même si c'est pas une bonne lecture qui sera dans notre top 10, ça reste une lecture qui nous aura vraiment impacté. Ouais. C'est dommage, en fait, quelque part, le top 10 aussi, parce que même si t'as pas un coup de cœur ou quoi, mais il y a des romans qui sont à saluer, tu vois, et que t'oublieras pas. Donc c'est une bonne idée aussi d'en parler dans un autre format. Complètement. Assez rigolo aussi. Autrement. Et divertissant. J'ai beaucoup aimé. Je te remercie pour cette idée et c'était cool, quoi. Oui, on a passé un bon moment. Exactement. On a bien rigolé aussi. Oui. C'est donc la fin de ce deuxième épisode du podcast Olivia aux frontières de l'imaginaire. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous dans ce podcast, ce sera l'épisode 3. On vous dévoile pas encore le sujet, mais ce sera sur la chaîne d'Olivia Living Books. Et ça sortira le 29 mars, si ma mémoire est bonne, le dernier dimanche du mois. C'est ça. Avec grande hâte, on est en train de travailler sur le projet. Donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Spotify ou sur nos 2 chaînes communes. Regardez la playlist et pour voir le premier épisode. Et nous, écoutez, on va continuer de lire pour avoir des choses à vous raconter par la suite, après. Oui. Des expériences positives et peut-être négatives, qui sait. On n'espère pas trop quand même. Non, mais ça fait toujours un peu d'humour, donc c'est pas plus mal non plus. Ouais. Hein. Bon, merci Olivia et à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Ciao. Ciao tout le monde. Salut les amis.